Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour et bienvenue sur Demain TV et We Do Biz pour ce nouveau numéro de Businesswoman, la seule émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat, les femmes et le sport, c'est le vaste thème de cette émission en compagnie de Clémentine Charles, cofondatrice de Poppins City. Il y aura également sur notre plateau Marianne Tessier qui elle est cofondatrice de Néoness. Et puis nous aurons également Raphaël Leyendecker qui est cofondatrice de Orsi. Bonjour mesdames et ravie de vous accueillir sur ce plateau. Donc 3 sportives, enfin on espère en tout cas. Vous allez bien sûr nous parler de votre parcours, de votre rapport avec le sport, nous donner des conseils pour nous les femmes qui voulons créer notre entreprise dans le domaine du sport. Des conseils, on va parler de tout ça. Alors d'abord on va faire connaissance avec vous 3. On démarre avec vous Clémentine. Donc vous avez créé votre société Poppins City. Mais au départ, comment ça a démarré cette aventure? Parce que vous, alors je crois que vous venez du Japon. Moi, j'ai grandi au Japon. Effectivement, je ne suis pas du tout arrivée dans le sport de manière claire. Ce qui m'a attirée vers le sport, c'est simplement le voyage, puisque quand on a créé Poppins City, le but c'était de créer un événement qui fasse voyager. Donc c'est à travers mon enfance au Japon et ensuite des études à l'ESCP où je suis partie à Londres et à Madrid. Et enfin, donc une forte envie de créer quelque chose autour de l'identité européenne. Alors justement, parlez-nous rapidement de votre concept. Après, on présentera tous nos invités, on y reviendra bien sûr. Oui, alors Poppins City, c'est des événements urbains qui rassemblent entre 500 et 600 femmes dans une ville européenne. Et le but, en fait, c'est de découvrir une ville à travers des challenges. Il y a de l'art, du sport, de la culture, des challenges extrêmes et de la solidarité. Et en fait, c'est du tourisme expérientiel, c'est-à-dire que c'est des challenges participatifs. Chaque challenge est construit avec un intervenant, donc un artiste, un club sportif, une asso, des artisans, des musiciens, des chefs, etc. On reviendra tout à l'heure, justement, vous nous expliquerez comment vous êtes passé, vous, de votre expérience à cette création de société. À côté de vous, alors il y a Marianne. Bonjour. On connaît tous un Néoness, on a vu des salles de sport un peu partout. Mais comment vous êtes lancée? Parce que vous venez de l'UCPA au départ. Au départ, oui, complètement. Oui, j'ai travaillé un petit moment à l'UCPA et j'ai rencontré là-bas mon associée, Céline Wieslink, qui m'a parlé d'un concept de salle de sport qui existait déjà aux Pays-Bas et qui permettait de vraiment démocratiser la pratique du fitness, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue état d'esprit. C'est-à-dire plutôt anti, justement, culte du corps, ce dont vous parliez au départ. Et puis voilà, l'idée nous a semblé intéressante et on s'est lancé il y a de cela 9 ans. Et on a aujourd'hui, à date, 27 clubs. Waouh, c'est pas mal. Donc on ça, est contente. C'est une belle aventure. Alors vous êtes associée. On va voir Clémentine aussi, vous avez des associés. Mais alors vous, Raphaël, c'est toute seule. Et vous, c'est le monde du cheval. Exactement. Moi, j'ai fait HEC à Paris. J'ai monté une première société dans l'énergie renouvelable. Et je suis cavalière. J'ai monté à niveau professionnel. J'étais vice-championne de France en saut d'obstacle. Et j'ai dû déménager, ramener mes chevaux donc de Metz à Paris et je me suis rendu compte que c'était pas comme dans les hôtels et les restaurants en 2 clics, on peut pas voir où aller et ce qu'en pensent les utilisateurs. Donc ça c'est la naissance d'Orsi qui permet en 2 clics de trouver une écurie pour réserver un cours, un stage, un box ou des vacances en ayant consulté les avis des utilisateurs. Alors souvent, on constate qu'on crée sa société sur d'un seul coup une idée géniale qu'on a, mais souvent un besoin personnel. Vous, c'était ça, c'était vraiment ce besoin de trouver pour vos chevaux un endroit, et de là, vous avez créé votre société. Mais en quoi c'est un concept unique? Alors, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais l'équitation, c'est le 3e sport français. Donc il y a plus de 2,5 millions de personnes qui pratiquent, et il y a encore 10 fois plus de touristes qui pourraient faire du cheval à la place du kayak. Mais ça reste peu accessible, parce qu'en fait, on ne sait pas où elle est. Et du coup, oui, c'était un besoin personnel, mais c'était aussi le besoin de partager en fait, ma passion
et de la rendre facilement réservable pour n'importe qui. Donc vous, c'est par Internet que ça se passe? Exactement. Donc vous, c'est un site que vous avez créé à la base, et de là, vous avez donc donné des conseils aux gens et surtout trouvé des solutions, apporter des solutions aux gens. Exactement. Nous, on a créé un logiciel qui permet de mettre en ligne ces prestations pour n'importe quelle écurie, et donc un catalogue en ligne de produits avec un annuaire géolocalisé pour que les internautes trouvent ce qu'ils cherchent. Alors vous, Marianne, les gens ils trouvent des salles de sport un peu partout, mais c'est vrai qu'on avait cette idée que les salles de sport c'était souvent très cher et on y allait, alors on avait tous, alors je sais pas, moi en tout cas c'est mon cas, je m'inscrivais et je n'y allais plus et je me disais j'ai payé mon année, je me suis fait avoir et j'en voulais à la salle de sport. C'est ça, c'est de ça que c'est parti votre idée de Néonesse ou pas? C'est surtout parti en effet d'une notion de prix déjà à l'origine, parce qu'en effet il y a 10 ans ça restait très cher, donc on était. Et l'idée, c'était de... Déjà, c'était cher et en plus, on n'utilisait pas du tout ce qu'il y avait dans la salle. Donc nous, on s'est dit, on va enlever toutes les prestations qui sont utilisées par peu de gens, mais qui coûtent très cher, genre sauna, hammam, piscine. Et puis, on va mettre en option certaines choses. Et puis, on va pouvoir proposer vraiment un tarif hyper accessible puisqu'on est à partir de 10 € par mois. On est entre 10 et 34 € par mois, selon si vous prenez les cours collectifs, si vous venez aux heures creuses, etc. pour des super grands espaces, entre 1000 et 2000 mètres carrés, des machines hyper haut de gamme, des cours collectifs avec des vrais coachs. Voilà. Donc, on a vraiment réussi notre pari de démocratiser d'un point de vue tarifaire. Vous êtes les seuls à avoir un tel tarif Alors, parce que 10 € par mois, ça me semble vraiment très peu. On est les seuls, clairement. Ouais. Après, il y a eu, c'est vrai, beaucoup de salles qui se sont lancées sur un concept aussi de salle de fitness, si on veut, enfin de mise à disposition de machines. Parce que la plupart des clubs, des salles de fitness qui proposent des tarifs bas n'ont pas de coach. Et donc, juste mettre à disposition des machines, mais ne dispensent pas de cours collectifs ou d'encadrement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oui, parce que souvent, on parle de salles low cost et du coup, les cours collectifs se font avec une vidéo et quelqu'un qui vous fait « Allez les filles, on y va, on pousse la fonte. Ouais. » Vous, Clémentine, c'est une vraie passion, ça, on peut le dire. Hein, c'est cette envie de visiter, parce que vous avez beaucoup voyagé, donc découvrir une ville et en même temps faire du sport. Oui, exactement. En fait, le but, c'était vraiment de créer des rencontres dans les villes. Nous, on voyageait beaucoup par nos études, mais aussi avant, on adorait les voyages un peu spéciaux, se retrouver vraiment perdu, être obligé d'aller vers les autres. C'était un aspect qu'on trouvait qu'il était difficile d'avoir quand on partait en vacances en Europe. Et on avait envie en fait de retrouver cet échange, le partage, voilà, le fait de comprendre les autres en parlant avec eux plutôt que de garder le nez plongé dans son guide. Et en fait pour nous, la découverte d'une ville, en utilisant un concept de course à pied, puisque Pop in the City, donc c'est une course, on va d'un lieu à l'autre en courant, donne en fait le cadre course donne un prétexte aux femmes pour aller vers les autres, pour pas hésiter, etc. Et pour être complètement désinhibé sur le lieu des challenges, pour poser des questions aux intervenants, vraiment en fait retirer cette espèce de gêne qu'on a habituellement quand on est dans une situation à laquelle on est étranger. Et en fait, Pop in the City facilite tout ça parce que les femmes n'hésitent pas à aller vers les autres. Voilà, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus trop de barrières. Mais est-ce qu'il faut avoir un niveau sportif élevé pour faire partie de... En fait, non. Pop in the City, donc on fait les challenges. Il n'y a pas de parcours prédéfini, on a un roadbook. Et les femmes vont au challenge dans l'ordre qu'elles souhaitent. Donc il n'y a pas de notion de je suis dernière, je suis nulle, j'ai fait que 2 challenges. Il y a des filles qui font 4 challenges dans la journée, qui font une pause déjeuner, une pause café, qui mangent des gâteaux à tous les lieux de challenge. Il y en a d'autres qui font 22 challenges dans la journée, qui ne se sont pas arrêtées une seconde, qui ont couru 25 km. Et il y en a qui font un peu de challenge, beaucoup de stop, parce qu'elles ont le droit de faire du stop. Donc le but, c'était de ne pas restreindre l'événement en fait, à des femmes ultra sportives, mais plutôt d'ouvrir à un super grand public de femmes qui se retrouvent plutôt sur une communauté de valeurs. C'est des femmes curieuses, hyper ouvertes d'esprit, audacieuses. Voilà, qui ont envie en fait de vivre des expériences extraordinaires. Et Pop in the City en fait leur donne les clés pour elles-mêmes après se lancer et faire ça. Alors, femmes audacieuses, vous en recrutez dans Pop in the City, mais vous êtes toutes les trois des femmes audacieuses parce que créer sa boîte, c'est souvent un challenge. On a souvent des idées, on dit, hein, les idées, ça ne manque pas, mais se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très difficile. De passer de l'idée à la création d'entreprise, il y a toute une étape. Alors vous, qu'est-ce qui vous a décidé? Parce que vous avez 3 profils très différents, parce que vous, Raphaël, vous êtes toute seule, vous, Marianne, vous avez une associée, et vous êtes 3. Alors déjà,
Raphaël, toute seule, se lancer, vous avez eu le trac. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, bon, moi depuis toute petite je veux me lancer, et puis comment vous avez lancé votre boîte? Comment ça s'est décidé tout ça? Je pense que je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc ça n'a jamais été vraiment un sujet. Et pour moi, c'était pas, il n'y avait pas un pas à sauter et un effet waouh. C'était logique. Voilà, c'était logique. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer mon associé dans ma première société, avec qui ça s'est fait très naturellement et ça s'est très bien passé. Donc j'avais cette volonté de me lancer dans un nouveau projet et il n'y a pas eu de frein. Pour moi, c'est... Et le frein financier, par exemple, pour l'investissement au départ, parce que c'est souvent ce qu'on se dit. On se dit, oui, mais moi, j'ai des idées, j'ai envie de me lancer, mais je n'ai pas forcément les fonds. Bon, alors déjà, pour lancer une idée, c'est pas lancer une société. Je pense qu'on peut lancer une idée pour 40 € aujourd'hui. On peut tester déjà la réponse du marché. Après, il y a beaucoup... Comment ça, avec 40 €? Moi, j'ai un site internet pour lancer une page de test. Il y a beaucoup aujourd'hui de solutions qui existent pour acheter son nom de domaine, mettre en place ce qu'on appelle une landing page. Donc, c'est une page qui explique le concept et qui propose de se préinscrire. Et c'est comme ça que vous avez procédé. Vous vous êtes passé d'abord par une création sur Internet. Exactement. On peut créer une page Facebook. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se sont créées à partir d'une page Facebook parce qu'elles ont vu qu'elles avaient réussi à monter une communauté très importante sur la base d'une page Facebook qui est totalement gratuite. C'est la solution gratuite qui permet de tester son idée. Et je pense que voilà, il ne faut pas se dire ah, j'ai une super idée, mais en fait, j'ai pas l'argent ou j'y arriverai pas. On peut tester l'idée. Mais sachant qu'une idée, en fait, ça vaut rien. Ce qui vaut vraiment, c'est, je pense que vous serez d'accord, c'est la réalisation. Et c'est ça qui est plus compliqué. Mais il y a plein d'aides aujourd'hui. Bon, alors, il faut rencontrer les bonnes personnes et il faut se bouger pour sonner à toutes les portes. Mais moi, pour ma part, j'ai été soutenue par le réseau Entreprendre en Lorraine, qui a fait un super boulot avec les plateformes d'initiatives locales. Orsi incubé au Tremplin, qui est l'incubateur sport de la ville de Paris, où on est... une bonne trentaine d'entrepreneurs dans le sport aujourd'hui, qui est aussi un super vivier de talents. On a gagné Sportech, qui est le prix pour les startups dans le sport de la bourse French Tech. Donc il y a quand même... Donc il faut se renseigner parce qu'il y a beaucoup d'aides qui sont proposées et qui peuvent justement vous aider à entreprendre. Donc c'est ça, avoir une idée, mais aussi, donc vous, ça serait le conseil, ça serait se lancer d'abord sur Internet, en tout cas tester, voir la viabilité de son projet et ensuite chercher des aides autour de nous, c'est ça? Exactement. Vous, Marianne, c'est un peu différent parce que vous étiez au chômage, donc vous avez profité aussi de l'ACRE, c'est ça? Alors oui, exactement. Profiter de l'ACRE pour... en fait, l'ACRE, il y a deux dispositifs. Soit il vous donne une enveloppe dès le départ et puis que vous dépensez comme vous voulez pour créer votre entreprise. Soit vous avez vous bénéficiez pendant 18 mois des mensualités de versement du chômage pendant que vous créez votre entreprise. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment top en France parce qu'on peut vraiment se lancer en étant globalement serein financièrement pendant un certain temps. Tout à fait. Et ça n'a pas de prix, très sincèrement. Après, nous, on n'a pas du tout été dans les incubateurs, etc. On s'est lancé un peu toute seule, à la fleur au fusil, toutes les deux. Mais on sait aussi, comme on connaissait les gens qui avaient créé une entreprise similaire aux Pays-Bas, ils nous ont beaucoup accompagnés. On a beaucoup échangé. On a réussi, grâce à ces échanges, à monter notre business model en France. Ça a mis combien de temps à monter votre boîte? Très rapide en fait, parce que moi j'ai quitté l'UCPA, on a quitté toutes les deux l'UCPA d'ailleurs au mois de mai, on a déposé les statuts au mois de novembre et le premier club ouvrait au mois de mars en 2008. Ah ouais, donc ça a été très rapide. Et vous, Raphaël, ça a été plus long, le temps de la création de ce lien sur Internet et de lancer le truc? Aujourd'hui, Orsi a 2 ans, donc... c'est sûr que le site a été en ligne pratiquement tout de suite, alors qu'il était en cours de création. Et on a commencé à vendre il y a un peu moins d'1 an. D'accord. Donc, ça prend du temps, le temps de monter le catalogue, parce qu'on ne peut pas décevoir les gens et leur proposer... on est à peu près sur le même timing, quelque chose près. Vous, Clémentine, c'est complètement différent, parce que vous étiez trois jeunes femmes, donc avec des profils totalement différents, et vous avez travaillé à côté pendant que vous montiez en parallèle votre boîte. Oui, c'est vrai qu'on a des profils hyper différents. Marie, donc qui a à peu près le même âge que moi, elle a des parents qui sont agriculteurs, donc elle avait toujours été dans cette culture
entrepreneuriale et de travail, etc. Sophie était mère au foyer. Elle est encore mère de famille, mais elle n'est plus mère au foyer. Et du coup, moi, j'ai des parents pas entrepreneurs, mais qui m'avaient toujours dit monte une boîte. Et ma mère m'avait surtout toujours dit ne t'arrête jamais de travailler. Et je pense que c'était la première chose. Et quand on a monté notre boîte, on n'avait pas énormément de fonds. On a mis chacune 1 500 € dans la boîte. Et un peu dans l'esprit de ce que dit Raphaël, nous, on a tout de suite fait notre site internet et fait notre identité graphique. C'était le plus important pour nous, c'était de vraiment asseoir très vite l'image, en fait l'esprit et tout ce qu'on voulait créer, la magie autour de la marque Pop in the City, puisqu'en fait notre produit était un peu particulier, on ne disait pas de quoi étaient faits les challenges, on avait juste prévenu que c'était dans une ville, donc les filles allaient s'inscrire à un événement où elles ne savaient pas ce qu'elles allaient faire et elles payaient à l'époque 120 €, c'était un petit peu hasardeux et en fait ça a bien pris parce qu'on a créé tout un univers autour de notre produit. Mais on a mis à peu près 1 an. On a décidé en septembre 2011, je pense, de créer notre premier événement à Porto. Et pendant 1 an, on a créé la course. En septembre 2012. Et après, on a optimisé. Maintenant, on est des machines de guerre. Ouais, c'est ça. Voilà, on crée 12 courses par an. C'est vrai que... Combien de courses par an, justement, et combien de temps pour créer une course? Cette année, on annonce aujourd'hui, mais 5 courses cette année. 5 courses, c'est pas mal. Ouais. En plus d'événements qu'on organise à Paris et des Pop in the City entreprises, donc la partie B2B qu'on a créée à côté de Pop in the City. Mais 5 courses avec une équipe, bien sûr, qui est dédiée à l'organisation et à la création des événements. Alors justement, vous avez parlé d'identité visuelle. Ça, c'est très important aussi d'avoir une identité visuelle. On n'en parle pas beaucoup. Point de vue marketing, tout ça, est-ce qu'il y a un travail à faire? Est-ce qu'on a besoin de communiquer énormément sur ces entreprises aujourd'hui? Est-ce que vous travaillez énormément sur cet axe? Pour nous, c'était indispensable dès le début de poser les valeurs de la marque parce qu'on ne voulait pas être vu comme un événement sportif et pas être vu comme un événement sportif féminin. Donc il fallait vraiment se dissocier des codes existants, de toutes les courses, etc., de tout le langage qui était employé pour ne pas effrayer toute une frange de femmes qui ne faisaient jamais de sport et puis surtout pour rassembler autour des codes du voyage, du partage, de l'échange, etc. Donc nous, c'était hyper important pour nous. Et que notre identité graphique aussi soit super différente de tout ce qui existait. Donc pas de rose, pas de petites fleurs tartouilles. Voilà. On voulait vraiment sortir de tout ça. C'est indispensable. Et le moment où nous, on a commencé, donc c'était en 2011-2012, c'est le moment où en France, Facebook s'est mis à vraiment exploser et c'était indispensable d'arriver à avoir cette ligne directrice pour que ce soit hyper facilement déclinable, je pense. C'est ça, parce qu'il faut être reconnaissable, il faut se différencier des autres. Vous, Néonès, c'est comme ça aussi vous avez travaillé pour vous différencier des autres salles. C'était clé vraiment pour nous, parce que, comme je disais au départ, on voulait se démocratiser d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue image du secteur, qui était très culte du corps. Toutes les salles étaient, et encore beaucoup maintenant, sur des photos de bimbo et de mecs bodybuildés. Nous, on a voulu vraiment casser complètement cette image-là et puis insuffler, nous, ce qu'on appelait un peu le côté forme et bonne humeur, forme, bonne santé, forme pour tous, dans un bon état d'esprit. Et on a vraiment, en effet, cassé tous les codes du fitness, tant dans notre charte graphique, nos éléments visuels, dans les clubs, on n'a pas de miroir, enfin voilà, énormément de choses pour vraiment se positionner et marquer la différence et toucher la cible qu'on souhaite toucher. C'est ça, parce que quand on crée sa société, il y a l'idée, il y a la création, et après, il faut vraiment avoir sa ligne éditoriale, une ligne directrice. Vous, c'est pareil pour Orsi? Oui, forcément, je pense que quand on se lance, on veut toujours faire quelque chose d'un peu différent. Nous, le challenge, c'était de ne pas être un site pour les enfants, pour faire de l'initiation à poney, ni quelque chose de très cher et d'élitiste. Donc on essaie d'avoir une image tournée vers la nature, assez tech et fraîche. Pour autant, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime quand on commence sa société. C'est que ça nous paraît facile d'utiliser Facebook et d'avoir des idées sur son identité graphique. Mais en fait, quand on commence vraiment la société, ça prend beaucoup de temps de créer du contenu de qualité que les gens ont envie de consulter. C'est hyper chronophage. Et en fait, il faut vraiment être professionnel là-dessus. Donc, c'est une tâche hyper importante. Est-ce qu'il faut se limiter à son pays? Est-ce que vous avez des ambitions internationales toutes les trois?
Alors nous, on y réfléchit toujours régulièrement. C'est vrai que ça peut être, quand on crée sa boîte et que ça fonctionne et qu'on croit, on doit toujours chercher quel est le step d'après. Donc on a étudié pas mal de pistes. Pour l'instant, elles sont toujours en phase d'étude, mais ça peut être une voie en effet de développement pour la société. Vous aussi, vous avez réfléchi à l'international ou Oui, forcément, pour compléter les plus de 8500 adresses qu'on a d'écuries en France, on a déjà des écuries qui nous contactent du Royaume-Uni notamment, et un petit peu en Espagne. Et c'est des belles destinations de vacances. Donc, oui, en plus, ça peut vraiment améliorer votre offre. Et, tout à fait. Sachant que pareil, on ne s'y attendait pas, mais on a beaucoup de cavaliers américains qui réservent sur notre site. Ah ouais. Donc c'est les belles surprises d'Internet. Ah, c'est chouette ça. Et vous, forcément, l'international, c'est la base un peu du concept. Ouais, nous, la base, c'est vraiment effectivement le tourisme. Donc en Europe, on est très bonne sur tout ce qui est public de femmes françaises, du coup, ou en tout cas francophones, qui vont dans des villes, dans les autres villes européennes. Je pense qu'on a beaucoup à faire pour fédérer des Allemandes, des Espagnoles, des Italiennes, des Anglaises, avant de partir plus à l'international. Mais on a quand même pas mal de projets en Amérique du Nord. Voilà. Justement, on va rebondir sur la mentalité française. Et la mentalité française est le sport. Alors, est-ce que nous sommes très sportifs, nous, les Françaises, ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, globalement, non, en tout cas sur le secteur de la remise en forme, on est un des pays les plus en retard en Europe, très clairement. Ouais. Nos voisins du Nord sont beaucoup plus sportifs. Je crois que le taux de pénétration des salles de sport est autour de 17-18%. Après, on peut se dire c'est peut-être le tempérament plus latin des Français, mais non, les Italiens et les Espagnols sont aussi beaucoup plus sportifs que nous. Alors, qu'est-ce qui expliquerait qu'on soit moins sportifs? Plusieurs choses. Je pense que quand même, en fait, c'est un peu masqué par le fait qu'en France, le tissu associatif est quand même très fort, alors que c'est moins le cas à l'étranger. Donc, on fait quand même du sport. Le marché des salles de sport est plus petit, mais on fait beaucoup de sport via les associations. Et puis aussi parce qu'en France, je pense que le secteur de la remise en forme était encore très artisanal jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'il n'y avait pas forcément l'offre qui permettait aussi de toucher le plus grand nombre. Donc là, ça se professionnalise énormément depuis quelques années, et on voit vraiment l'engouement pour les salles de sport qui grandit en ce moment à vitesse grand V. Donc ça, c'est top. Mais je ne pense pas qu'on soit moins sportif qu'ailleurs. C'est en effet une répartition qui est différente. Qui est différente. Et ça a changé l'image du sport. Alors, vous parliez justement tout à l'heure du miroir, les salles de sport avec le culte du corps, on veut être bien foutu, etc. Là, on est vraiment dans une idée du bien-être, bien dans sa peau, bien dans sa tête. Tout ça est lié. Est-ce que vous avez constaté, vous, dans vos différentes activités, justement, qu'on va vers le sport pour d'autres raisons que le culte du corps? C'est évident. Je pense que... nous, on peut surtout parler au niveau des femmes. Là, il n'y a pas très longtemps, on regardait une étude qu'on a fait auprès de notre communauté. On s'est rendu compte que la raison principale pour participer à Pop in the City, c'était le fun et c'était la recherche de sens. Donc c'est vraiment cette envie d'inscrire en fait sa pratique sportive dans une démarche personnelle plus large, de découverte. Et nous, typiquement, c'est vraiment une chose qui est super importante pour nous, c'est de proposer dans chaque pop-in, donc 5 sports dans le cadre des challenges, et qui ne soient pas, là c'est à nouveau vraiment pour le public féminin, mais qui ne soient pas des sports habituels, pour permettre en fait aux femmes d'avoir accès à des sports qui ne sont pas forcément hyper démocratisés ou prédisposément connus ou préconçus comme très masculins, pour qu'elles aient accès le temps de l'événement à d'autres sports. Donc je pense qu'il y a une chose qui est évidente en ce moment, c'est que les gens commencent à se tourner vers de plus en plus de sports divers. On reste pas... Il y a des nouveaux sports qui apparaissent. On a eu la Zumba, là je sais qu'il y a les sports de combat là, qui apparaissent, qui sont très tendances, etc. On a besoin de se défouler, de taper sur son collègue, donc on tape au sport. Il y a aussi la nature, le rapprochement de la nature, et ça avec le cheval, du coup il y a un parallèle qui se fait forcément. C'est évident que l'équitation, c'est pas un sport comme les autres, c'est assez clivant quand même. Et c'est un peu notre travail d'ailleurs, nous, de décloisonner et de permettre à des gens qui cherchent juste une activité pour découvrir un endroit, que ce soit vraiment dans le cas du tourisme pur ou plus dans la recherche d'une activité de loisir, de bien-être, pour permettre aux gens de trouver une écurie à proximité. Mais effectivement, la connexion avec l'animal et avec la nature est très importante.
Oui, parce que maintenant, je crois qu'on a besoin d'être bien dans sa peau. Hein. Il y a cette recherche constante d'être bien dans sa peau, du bien-être, de déstresser peut-être aussi. Et donc, le sport prend beaucoup d'importance. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de métiers qui peuvent apparaître dans le sport. Du coup, c'est peut-être aussi une valorisation de ce domaine dans la création d'entreprises. On peut en tout cas l'espérer. Est-ce que le recrutement dans vos domaines, c'est difficile ou pas je pense que déjà que le recrutement dans l'absolu est difficile, que ce soit dans notre domaine. Ou, voilà, c'est d'ailleurs un grand défi à relever pour les années à venir pour lutter contre le chômage, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mal. Moi, enfin, je sais pas, je partage avec vous, nous on est quand même 300 et on recrute quasiment une personne par semaine, alors beaucoup de coachs. Ah ben ça c'est bien, beaucoup de coachs, beaucoup de vendeurs conseils. On est sur de la promotion interne, donc tous les personnes qui rentrent chez nous en tant que vendeurs à l'accueil évoluent assez rapidement en tant que manager, regional manager, etc. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à trouver les bonnes personnes avec les bons niveaux d'expérience et de formation. Il y a un vrai travail d'adéquation sur le marché du travail entre les demandes des personnes qui cherchent des jobs et puis les recruteurs, parce que tout le monde a des difficultés. Voilà, alors, comment vous recrutez justement? Vous passez par Pôle emploi Non, Pôle emploi, très sincèrement, c'est très compliqué. Parce justement, on reçoit, si on poste une offre sur Pôle emploi, on va recevoir 300, 400 dossiers, pas du tout qualifiés, c'est extrêmement chronophage. Ouais. Sincèrement, là, il y a un vrai problème. Nous, pour tout ce qui est dans les clubs, on travaille avec une plateforme sur Internet. J'ai oublié le nom, c'est pas grave, ça va me revenir. Et puis après, sur tous les postes vraiment de cadre, etc., on travaille avec des recruteurs spécifiques dans certains domaines. Donc, c'est bien parce que c'est un domaine qui recrute. Donc, du coup, il faut le savoir pour tous les gens qui sont en recherche de travail, qui sont passionnés du sport, il y a déjà des possibilités. Sport stratégie. Sport stratégie. Pour ceux qui veulent travailler dans le sport stratégie, c'est très bien. Vous connaissez sport stratégie Oui, on vient de gagner le prix de la start-up innovante. Enfin, on était arrivé deuxième. On applaudit, ça applaudit en régie. Donc, non, mais par contre, juste une chose, par rapport à des gens qui voudraient se lancer, etc., je pense qu'il y a une chose qui est indispensable quand on crée son entreprise. C'est, toi, c'est certainement beaucoup plus difficile pour toi que pour nous, mais c'est hyper important d'être présente et de valider chaque personne qui rentre dans l'entreprise. Parce qu'il faut que chaque personne qui rentre soit consciente des valeurs de la boîte et c'est indispensable avec sa vision de directeur général ou de président de l'entreprise, de se dire, cette personne, elle va être capable de faire le job, elle a compris, elle a envie de travailler, c'est bête, mais travailler dans une start-up, ça implique de travailler beaucoup plus que dans beaucoup d'entreprises. Et donc, vraiment, je trouve que c'est super important de ne pas se dissocier, en fait, du recrutement. Moi, j'ai toujours, c'est le nerf de la guerre. C'est quand on est chef d'entreprise, la première mission, c'est de recruter les bonnes personnes. Ouais. C'est ça. Puis on peut pas, les bonnes équipes, c'est génial. On ne peut pas être seul, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment, à un moment donné, recruter, s'associer. Vous êtes toute seule ou vous avez aussi des salariés On est une équipe de 5 personnes. 5 personnes, ouais. Donc, de toute façon, le travail, il ne se fait pas tout seul. Donc oui, l'équipe, c'est clé. C'est évident. Ouais. Et le recrutement, alors vous êtes 3, 2 à la base, mais maintenant 300. Et, nous, on est 10. 10 Ah oui. Non, mais je pense qu'il y a une chose importante, c'est pouvoir recruter, donc comme tu disais, les bonnes personnes pour pouvoir soit se détacher un peu de l'opérationnel, tout en gardant un pied dedans pour bien voir comment ça se déroule, etc., le commercial, etc., s'assurer que c'est toujours en lien avec ce qu'on a défini, mais c'est indispensable quand on est chef d'entreprise, au bout d'un certain temps, d'essayer de se détacher de l'opérationnel pour pas finir complètement cramé, parce que c'est beaucoup de travail, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est que quand on crée son entreprise, je crois qu'on a des problèmes pour déléguer après. C'est ça un peu, se dire, là, ça, je vais lâcher et je vais prendre quelqu'un qui va être compétent et qui sera mieux que moi pour m'apporter un plus. Mais une grosse phase de formation, faut lâcher, quoi. De toute façon, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Il faut absolument trouver des personnes qui vont pouvoir faire, et en effet, beaucoup mieux que nous, parce que nous, on le voit vraiment, les métiers se professionnalisent, et nous, on a une formation totalement généraliste, et on a besoin de s'entourer de spécialistes. Alors là, on constate que les entreprises maintenant développent des budgets pour le sport. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui vous apporte forcément.
Oui, clairement. Oui, c'est vrai que là, maintenant, elles doivent consacrer donc un certain pourcentage de la masse salariale, c'est ça, pour promouvoir le sport. Et on voit qu'on est, nous, très sollicités par les entreprises, les directions des ressources humaines, etc., qui ont besoin, en effet, de trouver un moyen de dépenser ces enveloppes. Donc, il y a un vrai engouement. Il y a plein de sociétés qui se créent sur ce créneau-là actuellement, pour en effet pouvoir répondre à ces besoins d'enveloppe budgétaire. Alors Clémentine, comment transmettre ces valeurs du sport à plus de 300 personnes? Alors c'est très marrant, c'est une chose dont on s'est aperçu dans l'événementiel, c'est que c'est le rôle, et vraiment le rôle de l'organisateur, de transmettre les valeurs absolument à tout moment. Et ça passe par la communication dans les newsletters, ça passe par la communication sur Facebook, ça passe par la communication en direct face à ses participants. Donc le jour de l'événement, être à l'écoute, écouter les critiques, s'améliorer d'une édition sur l'autre. Et en fait, c'est vraiment ça, je pense, les valeurs. C'est nous, nos valeurs sont l'authenticité, l'audace, l'ouverture d'esprit et la positivité, qui n'a pas d'équivalent. Mais et du coup, c'est sans arrêt avoir ça en tête, recruter des gens qui ont ces valeurs-là. Et qu'en fait, on soit tous après à même de défendre cette image avec notre propre personnalité, mais sur chaque événement, et donc et puis de construire des événements qui nous ressemblent. Donc après, je pense que dans les valeurs de Pop-In qu'on vit quand on participe à l'événement, c'est vraiment ces valeurs-là qui ressortent à tout moment. Donc après, c'est pas très difficile, mais effectivement, c'est une vision qu'on s'est fixée au début et comment ça doit se traduire à chaque stade de la vie de l'entreprise. Mais c'est vrai, là, au début, on parlait des valeurs de la marque. C'est important de définir les valeurs de la marque, mais c'est aussi important de définir les valeurs que les équipes doivent avoir. Nous aussi, on a défini ça il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 ans, et on voit que depuis, nos recrutements ont complètement changé de visage. Alors, comment vous faites? Vous faites une charte où vous dites, voilà, c'est ça, c'est comme ça nos valeurs, les valeurs de l'entreprise? On a défini 5 valeurs pour travailler. Chez nous, on a le sens du concret, l'adaptabilité, ce que l'entreprise se développe beaucoup, le sens du service, parce qu'on est une entreprise de service, c'est très important. On a l'enthousiasme et l'engagement. Et ça, on a développé aussi des techniques d'entretien pour définir ces valeurs-là pendant les entretiens, pas uniquement sur le parcours professionnel, mais aussi la personnalité de la personne, ce qu'elle a fait d'un point de vue personnel, dans ses loisirs, sa vie, etc. Et ça, pour le coup, ça nous a énormément changé notre façon de recruter. Et vous, Raphaël, vous avez aussi comme ça des valeurs ou pas encore? Ou c'est quelque chose que vous travaillez ou On a le service client qui est au cœur aussi de notre activité, qui est une activité de service. Et le fait d'être connecté, qui est assez compliqué dans notre secteur, puisqu'il faut aller évangéliser l'ensemble des professionnels qui aujourd'hui sont très très pris par leur activité dans les écuries. Donc ça, plus le fait d'être dynamique, parce qu'on est une start-up. Oui, c'est ça. Alors là, on va donner quelques conseils aux femmes pour entreprendre par rapport à vos expériences, à toutes les 3, qui sont très différentes pour le coup. Quels conseils majeurs vous donneriez à une femme qui veut entreprendre dans le sport ? Moi, j'ai plusieurs conseils. Déjà, c'est oser, pas trop réfléchir, parce que si on réfléchit, on le fera jamais. C'est en effet trouver les bonnes personnes avec lesquelles s'associer, ou si on est tout seul, de toute façon, on a quand même des partenaires professionnels, mais ça, c'est vraiment la base. Et puis, moi, je dis souvent, pas avoir peur par rapport, justement, quand on est une femme, avoir une famille, se dire c'est pas compatible, ça va nous prendre trop de temps. Et moi, je trouve que c'est l'inverse, parce que oui, on travaille beaucoup, ça, je suis d'accord, mais par contre, on est flex. Et moi, j'ai 3 petits garçons de 4 à 8 ans. Le premier est né avec le premier club Néonès et le deuxième avec le deuxième. Il s'appelle Néonès, non? Non. Et sincèrement, ça permet d'être flex. Quand il y a un souci, il est malade, on rentre, on s'organise, on fait des réunions chez soi, on culpabilise moins que quand on est salarié, qu'on se dit mince, qu'on a des comptes à rendre. Qu'on a des comptes à rendre, voilà, qu'on a des jours très précis de congés, de RTT à poser, et puis on culpabilise plus. Je pense que là, voilà, tant pis. Aujourd'hui, j'étais pas là, j'ai accompagné mon gamin chez le pédiatre, mais ce soir, je bosse et ça me regarde moi et j'assume et je suis responsable. Et c'est une vraie liberté. Et ça, c'est vrai que souvent, ce qui bloque les femmes, c'est les enfants, la vie de famille, la peur de se lancer. On dit que les hommes osent plus, ils sont plus tête brûlée que les femmes. Est-ce que
Parce que du coup, comment encourager les femmes? Parce qu'on a autant d'idées qu'eux, voire même plus. Mais on ne le dit pas, mais bon, on le pense. Mais du coup, pourquoi on ne se lance pas autant? Est-ce qu'on peut leur donner un conseil? Raphaël, vous avez, de par votre expérience? Oui, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, finalement, une idée ne reste qu'une idée quand on ne l'a pas réalisée. Et donc, il ne faut pas hésiter d'aller se confronter à la réalité et de voir ce qu'en pensent les autres. Ce qu'en pensent les autres, c'est les clients. Donc, savoir s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Et moi, je suis dans le secteur web, donc c'est un petit peu différent. Mais on a l'impression que si on se lance, il faut tout de suite monter Néoness aujourd'hui. Alors que j'imagine que Néoness, ça a commencé par une salle avec quelques clients. Ouais. Et pour une idée web, c'est pareil. Au début, c'est des vrais clients, 1, 2, 10, 100, 1000. Et en fait, ça se construit petit à petit. Et du coup, il faut se lancer au plus vite pour réussir à monter quelque chose qui, après, prenne de l'envergure. Ouais, c'est le même conseil. Il y a par rapport à ce que Raphaël a dit tout à l'heure, il y a effectivement de bien s'entourer. Nous aussi, on a été accompagnés par le réseau Entreprendre Paris. Et c'est pas juste un réseau, c'est pas juste un réseau de personnes qui ne sont pas entrepreneurs, c'est tout un réseau d'entrepreneurs autour. C'est beaucoup donc, de conseils, de partage de bonnes pratiques, etc. Et l'autre chose, c'est un énorme défaut français, c'est la peur de l'échec. Ouais. En fait, on s'en fiche de rater, surtout qu'effectivement, au début, on investit son temps. Souvent, c'est parce qu'on a pris un crédit, on a une maison, on a des enfants et on se dit j'ai pas envie de tout perdre parce que je vais lancer ma boîte et je vais me planter. C'est la vraie question. En fait, je pense que la peur de l'échec, c'est plutôt un échec perso et un peu orgueilleux, d'ego. Nous, on pense en France que quand on rate, on est nul. À l'école, on nous a toujours dit que quand on avait moins de 10, on était nul. Et en fait, c'est l'avantage d'éducation à l'américaine, etc., où les gens ont une espèce de confiance en eux complètement surdimensionnée. Mais nous, on a le pendant qui est malheureux. Il ne faut pas en fait avoir peur de rater, quoi. Cela dit, moi je trouve qu'avec l'auto-entrepreneuriat, les mentalités évoluent quand même beaucoup. Ces dernières années, on sent vraiment qu'il y a un engouement. Les gens ont envie de monter leur boîte, ont envie d'être indépendants. Je trouve que... Mais ça va bien avec le sport, parce que c'est cette espèce de nouvelle prise en charge de sa vie. J'ai plus envie d'être un peu dans une grande boîte, j'ai envie de... C'est ça. Oui, c'est donner du sens. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré des machos? Jamais. Est-ce que ça n'a pas eu de conséquences dans la création d'entreprise? Non, je vous parle au boulot, je vous parle pas dehors au café. Mais est-ce que ça a eu une conséquence sur un contrat ou quelque chose? Est-ce que vous avez... Moi, jamais. Avec mon associé, vraiment, non. Enfin, en fait, je pense qu'évidemment, on en a croisé, mais... je pense qu'on leur a pas laissé la place, quoi. Non, mais sincèrement, ça nous paraît tellement... Enfin, nous, que ce soit Céline ou moi, on s'est jamais posé la question de qu'est-ce que c'est qu'être une femme chef d'entreprise. On est chef d'entreprise, point. Et on se pose jamais la question. Et donc, ça nous passe complètement au-dessus et on s'en rend même pas compte. Et puis, ça calme tout de suite, quoi. Ouais. Donc, non. Dans le milieu du cheval, il y a quand même pas mal de machos, non? Il y a beaucoup de femmes aussi. Ouf. Puis t'as une cravache aussi. Voilà. Avec la cravache, ça calme. Non, je pense qu'en fait, le fait d'être une femme, c'est plutôt un atout. Parce que là, je vois au sein de l'incubateur, pour la deuxième promotion, j'étais la seule fille sur une trentaine d'entrepreneurs. Donc, au contraire, on va dire que dans des cas où il pourrait y avoir du machisme, on prend plus soin de nous qu'autre chose. Et au final... je pense que les femmes ont quand même une image de sérieux et de douceur qui aide beaucoup à faire passer les choses. Donc, c'est plus un atout, je pense, qu'une contrainte. Alors, les femmes dans le sport, il y en a de plus en plus. Est-ce que ça serait un lien social et d'affect? I don't understand the question. In English. En fait, est-ce que du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de femmes dans le sport, est-ce que c'est dû justement à un côté social, à ce côté... Nous, on ne boit pas de martini en travaillant, mais... non, je pense que les femmes, elles ont besoin de sens dans le métier vers lequel elles se tournent. Et c'est peut-être pour ça qu'on rapproche là le fait que les femmes se lancent dans quelque chose qui les attire. Je pense que si demain, une femme devait se dire « Ah, je vais monter une boîte dans les vis et les écrous », à part être passionnée de bricolage, ça paraît un peu plus compliqué. Mais pour le coup, moi, tous les jours dans le sport,
je vois beaucoup de mecs quand même. Hein. Ouais. Et je pense qu'il y a justement, on essaye de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin dans le sport parce que on a besoin de cette sensibilité féminine pour contrebalancer un petit peu. Ouais, mais de toute manière, je pense que quand on crée sa boîte, on a intérêt à avoir forcément un affect avec le domaine. Et, mais je pense que, surtout, excuse-moi, pardon, il y a juste, à l'heure actuelle, il y avait une offre sportive existante qui ne répondait pas du tout à toutes les problématiques des femmes dans le sport. Et du coup, les femmes ont perçu des manques et ont pris les choses en main et se sont dit moi j'ai envie de changer les choses, j'ai envie, nous typiquement, de créer Pop in the City, un raid urbain pour femmes où les femmes vont se retrouver. Ça sera plus seulement le sport qui sera au cœur de l'activité, mais il y aura plein d'autres choses et ça va être perçu à plein de niveaux, je pense, dans toutes les marques qui se créent de prêt-à-porter fitness, yoga, etc., qui sont souvent des marques montées par des femmes parce qu'elles en ont marre soit d'être sapées comme des sacs ou pas dans des habits qui leur conviennent pour faire du sport et donc qui cherchent des solutions plutôt que de se résigner, quoi. Alors on arrive bientôt à la fin de l'émission, ça passe très très vite. On va parler de vos projets bien sûr à toutes les trois. L'avenir, ça s'annonce plutôt bien parce que vous êtes plutôt dans la réussite, on va dire. Alors quels sont vos projets? Allez, on démarre avec vous, Raphaël. Nous, on doit encore embaucher 5 personnes pour la fin d'année, donc il y a un vrai challenge pour continuer à améliorer notre catalogue de produits et pouvoir le diffuser sur nos sites partenaires. On est déjà partenaire avec Smartbox, avec Wonderbox, avec Airbnb. Donc voilà, maintenant il faut partir à la conquête de l'Europe. Bien. Néonès? Nous, pas mal d'ouvertures, entre 5 et 10 par an déjà. C'est énorme. Hein. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Et puis l'amélioration constante de notre offre, l'amélioration des clubs, tout ce qui peut être connexe autour de la salle aussi, développer de plus en plus le sport en dehors de la salle et faire des liens. Ça nous semble hyper important de pouvoir être présent partout. Voilà, beaucoup de projets. Alors Clémentine, vos projets? Nous, on se développe pas mal en Europe là. Alors nous, c'est un peu particulier. Tous nos événements de l'année sont complets, donc on est plutôt sur une problématique de développement du B2B. Donc tous nos événements team building sur les entreprises, etc. Après, donc de consolider le marché européen avec un recrutement de femmes européennes et pas juste francophones. Et puis après, vraiment cette vision Amérique du Nord où les gens sont assez friands d'événements comme Pop-in, où on établit des contacts et pour éventuellement lancer au Canada bientôt. Et vous aussi l'international? Oui, on l'étudie. On l'étudie, oui, complètement. Mais ça fait partie des objectifs. Merci beaucoup à toutes les trois. Je crois qu'on sait comment maintenant réussir dans le sport. Enfin, on sait maintenant. Il faut réussir, c'est toujours pareil. Mais bravo en tout cas pour vos parcours. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur demain.fr, wedoobiz.com et sur ellesentreprennent.fr. On se retrouve mardi 13 juin à 12h30 pour une nouvelle émission de Businesswoman en direct sur Facebook. À très bientôt. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros.